Année de naissance 1958. Ça commence comme un fait divers. L'inquiétude se lit sur les visages. En ce matin de juillet, une femme a disparu. Ce matin vers 9 h, notre collaboratrice Natacha Estemirova est partie de chez elle comme d'habitude pour venir travailler. Et elle n'est pas arrivée au bureau. Ces images sont filmées par une équipe de télévision russe venue de Moscou pour rencontrer Natacha. Leur caméra va enregistrer en direct le déroulement du drame. Comme elle ne répondait pas au téléphone, nos gars sont allés sur place, à l'arrêt de bus qu'elle prenait. Et ils ont appris qu'elle avait été kidnappée. Et puis soudain, dans le petit bureau des défenseurs des droits de l'homme, un dernier coup de téléphone. Leur ami disparu a été assassiné. À 80 km de Grosny, son corps vient d'être retrouvé, criblé de balles. Elle s'appelait Natalia Estemirova, Natacha pour ses proches. Dénoncer les crimes, les tortures, les disparitions. Depuis des années, c'était le quotidien de cette militante des droits de l'homme, respectée et honorée en Occident. Au lendemain de ce meurtre, tous les regards se tournent vers un homme, Ramzan Kadyrov. Je jure, en tant que président de la République de Tchétchénie, de respecter les droits et la liberté des citoyens. Kadyrov a tout juste 30 ans lorsqu'il accède au pouvoir. Un clip de propagande sur la télévision tchétchène révèle un homme mégalomane, protégé par le président russe, Vladimir Poutine. L'homme porte aussi fièrement l'uniforme. Devenu tout-puissant à Grosny, il écarte tous ceux qui le gênent et ne s'en cache pas. Du coup, au lendemain de l'assassinat, le directeur de l'ONG russe où travaillait Natacha accuse Kadyrov. Le coupable de ce crime a un nom. Il s'appelle Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov va lui répondre à sa manière. Et pourquoi Kadyrov tuerait une femme dont personne n'a besoin? Une femme sans honneur, qui n'a jamais eu de dignité. Qui était Natacha Estemirova? Les dossiers sur lesquels elle travaillait étaient-ils vraiment une menace pour Kadyrov et son parrain russe Poutine? Pourra-t-on un jour juger les commanditaires de ce meurtre? Enquête sur un assassinat. Tout est fait pour que les gens vivent dans la terreur, que la société ait peur de faire un pas de côté, que la société ait peur de la liberté, qu'elle n'ait pas de désir de liberté. Décembre. Depuis l'assassinat commis 6 mois plus tôt, la justice russe n'a arrêté aucun suspect. Les assassins de Natacha courent toujours. Pour en parler, un entretien avec le président Kadyrov a été sollicité. À 2 heures de vol de Moscou, Grosny, capitale de la Tchétchénie. Par la fenêtre du taxi, premières images, la cité martyre s'est reconstruite. Plus une ruine, aucune trace des bombardements qui ont ravagé la petite république pendant des années. Sur ordre de Poutine, l'armée russe avait détruit la ville, le président Kadyrov l'a rebâtie. L'enquête sur la mort de Natacha commence dans le quartier Hippodrome, là où elle habitait. Vous savez où habitait Natacha Estemirova? Si je ne me trompe pas, elle habitait cet immeuble, oui. On l'a enlevée près d'un arrêt d'autobus. Vous savez où c'est?
À l'arrêt du bus, là. Oui, j'ai entendu dire que ça s'était passé juste là-bas. C'est impossible que personne n'ait rien vu. C'était le matin, les gens allaient au travail. Le domicile de Natacha se trouve à 2 pas de l'arrêt de bus, au 10e étage de cet immeuble. L'appartement est toujours inoccupé. Une voisine apparaît sur le palier. Vous avez une idée des raisons pour lesquelles on l'a tuée? Avec un travail pareil, journaliste, dans un endroit comme ici. Journaliste et militante dans une ONG, 2 professions à risque dans ce coin du Caucase. À la sortie de l'immeuble, une étrange voiture noire semble là pour bien le rappeler. Retour à ce jour de juillet 2009. À 2 pas du monument au journaliste assassiné, le petit bureau de mémorial. Ce matin-là, Katia, une amie de Natacha, l'attendait aussi. Vers 13h, inquiète de ne pas voir arriver Natacha, elle se rend avec des collègues dans son quartier. On a commencé à parler avec des gens en leur demandant s'ils avaient vu quelque chose de suspect ce matin-là. Je courais à la poste, puis à l'arrêt d'autobus, et je parlais avec un chauffeur de bus. Je lui décrivais Natacha quand une jeune fille est venue. Elle m'a demandé si je cherchais Natacha. J'ai répondu oui. Elle a dit « Je l'ai vue ce matin, elle a été kidnappée ». La jeune fille m'a expliqué qu'à 8h30 du matin, elle avait vu du balcon de son appartement des gens non identifiés qui avaient forcé Natacha à monter dans une voiture. Elle a eu le temps de crier « On m'enlève !» et ils l'ont vite poussée dans la voiture et ils sont partis. Cette jeune fille avait très peur. Elle m'a juste montré l'endroit où ça s'était passé et elle a vite disparu. Ce témoin clé a quitté la ville, terrorisé par ce qu'elle avait vu. Le lendemain du drame, un attroupement spontané s'est formé. Ramené dans un petit camion jaune, le corps de Natacha va descendre l'avenue centrale de Grosny, l'avenue Poutine. C'était son dernier voyage sur cette avenue Poutine qu'elle n'a jamais voulu emprunter de son vivant. L'avenue Poutine, aujourd'hui, la plus belle de la capitale, Kadyrov l'a dédiée à son protecteur qui l'a installé au pouvoir. Mais par-delà les apparences de tranquillité, partout, des hommes en armes. Devant une administration, des ouvriers venus réclamer des arriérés de salaire. La guerre a tout détruit ici. Vous avez vu ça? Ces immeubles de 5 étages en ruine? Nous les avons reconstruits. Et depuis, nous n'avons pas reçu de salaire. Même s'ils me fusillent, moi je dis la vérité. On est 150 000 ici, à ne pas avoir touché de salaire. De l'autre côté de la rue, à nouveau, l'étrange voiture noire semble surveiller. Un passant s'approche alors. Vous êtes français? Vous ne devriez pas parler comme ça ici, c'est dangereux pour lui, hein. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Vous savez ce que c'est que des espions? Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est dangereux. Vous avez peur pour votre vie? Bien sûr. En bas de l'avenue Poutine, l'un des symboles de cette petite république musulmane, la Grande Mosquée. Kadyrov soutient qu'elle est la plus vaste du continent.
Il l'a fait construire à grands frais et depuis, il ne rate jamais la prière du vendredi. Avec, comme à chaque fois pour ses déplacements, le même dispositif d'homme en armes. Mais à l'intérieur de l'enceinte, la caméra n'est pas vraiment bienvenue. Attendez dehors. Je vais téléphoner tout de suite et je vous dis. Attendez dehors. Rien n'y fait. Impossible de pénétrer dans la mosquée. Ici, l'omniprésence du pouvoir inquiète même certains policiers. Les troupes de Kadyrov contrôlent tout ici? Oui, tout et partout. Tout ce qui est possible et impossible. Tous les postes de dirigeants, ce sont tous leurs gens. Et partout dans les entreprises qui rapportent des bénéfices à la République, il y a aussi des gens à eux. Partout. Ramzan Kadyrov. C'est en jogging qu'il entre sur la scène internationale, convoqué en urgence au Kremlin par le président russe Vladimir Poutine. Quelques heures plus tôt, un attentat à la bombe a tué son père, le président de la Tchétchénie. Une petite république qui vient de subir plus de 10 ans de conflit et plus de 150 000 morts. Poutine y avait lancé un programme politique plutôt radical. On poursuivra les terroristes partout, partout, dans les aéroports. On les rattrapera, excusez-moi, jusque dans les toilettes. Et on les butera dans les chiens. Annoncer chaque crime, chaque assassinat commis dans la République. Au début, la cible de Natacha est claire, c'est l'armée russe avec son lot d'exactions. Massacres, exécutions sommaires, disparitions. Avec l'arrivée au pouvoir de Kadyrov, des milices apparaissent, les Kadyrovtsi. Au nom de la lutte contre les terroristes, ces paramilitaires tchétchènes ont carte blanche. Aucune loi ne les arrête, les atrocités se multiplient, la population est terrorisée. C'est dans ce contexte que Natacha continuait ces dernières années sa mission à Grozny, dans le petit bureau de l'ONG Mémorial. La voici 3 mois avant sa mort. Pour sa dernière interview filmée, elle va dresser un tableau de l'ère Kadyrov, un tableau prémonitoire de sa propre disparition. Maintenant, nous en discutons beaucoup. La dictature qui s'est installée ici a pour objectif d'humilier les femmes, de rabaisser la condition des femmes. Nous avons des cas très fréquents de viol de jeunes filles. Par ailleurs, les enlèvements continuent. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour beaucoup de jeunes gens. Ils sont enlevés à leur domicile, battus pour qu'ils confessent n'importe quoi. Et quand ils ne peuvent rien confesser, ils disparaissent. Mylène, les gens ont peur de parler. Ils ont peur de parler même aux journalistes étrangers. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent de cette situation. Tout le monde te dira que oui, nous respectons Kadyrov, il a tant fait pour nous. Mais entre eux, ils disent autre chose. Pour trouver des témoins qui parlent de Natacha et de sa marche vers la mort, il faut s'éloigner de Grozny, remonter vers le nord, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Là, nous avons retrouvé les amis de Natacha, des femmes qui travaillaient avec elle depuis des années. Tout au long de cette enquête, elles vont nous aider à comprendre qui elle était. D'abord, il y a Svetlana Ganushkina, une militante historique des droits de l'homme en Russie. Elle dirige un centre d'aide aux migrants sans papiers et aux réfugiés. Parmi eux, des Tchétchènes. Comme Natacha, elle consacrait beaucoup de temps à l'ONG Mémorial depuis des années.
Elle est prise où, cette photo? C'est là-bas, en Tchétchénie. Regarde les immeubles détruits. C'était en quelle année? À l'époque où tout était encore détruit, en 2001 sûrement. Sa mère était russe. Elle a grandi à Ekaterinbourg, en Russie. Pour Natacha, vivre à Grosny, c'était un choix conscient. Elle a volontairement rejoint le destin de ce peuple martyr, ce peuple qui a été déporté, puis bombardé. Et puis il y a Anna Nemtsova, correspondante à Moscou du magazine Newsweek. Quand elle venait enquêter à Grosny, pendant la guerre, elle dormait dans l'appartement de Natacha. La maison de Natacha était un peu comme notre maison. Elle vivait avec sa fille Lana dans un quartier d'immeubles où il n'y avait plus ni ascenseur, ni eau courante. Elle avait un bon sens de l'humour. La première fois que j'ai dormi chez elle, en 2006, elle m'a fait visiter l'appartement et elle m'a montré le trou fait par l'explosion d'un obus. Et elle a dit « Tu vois, nous avons un nouveau design pour la ventilation. » Elle avait un tel charme féminin. Natacha allait dans les magasins, elle aimait les jolies choses, elle essayait, elle comptait ses sous. Un jour, elle a acheté des chaussures à hauts talons. Je lui ai demandé, Natacha, pourquoi des talons si hauts? Comment vas-tu marcher à Grosny avec ces talons? Il y a de la boue. Elle a répondu, mais non, c'est parfait. Autrement, Natacha ne souriait pas beaucoup. Elle était très exposée. Elle faisait face à des histoires tellement dures, des épisodes tellement injustes, qu'elle avait cessé de sourire. Exemple avec ce document qu'Anna tient à montrer. L'image d'une femme de 23 ans, enceinte, humiliée par des miliciens de Kadyrov qui l'accusent d'adultère. Ce document, filmé par un téléphone portable, Natacha l'a récupéré et l'a confié à la Fédération internationale des droits de l'homme à Paris et puis aux journalistes du New York Times. Depuis, l'image de cette femme martyrisée a fait le tour du monde sur Internet. Pour notre troisième témoin, direction Saint-Pétersbourg. C'est là que vit Katia, l'amie qui attendait Natacha au bureau le jour de sa disparition. Ces derniers mois, elle a préféré s'éloigner de Grosny. Natacha était ce genre de personne. Natacha était un être libre, libre au fond d'elle-même. Elle disait tout ce qu'elle considérait juste et important. Quand on disait à Natacha « c'est dangereux pour toi », elle n'écoutait rien. Pour qu'elle écoute, il fallait trouver un autre argument et lui dire « pense à ta fille Lana, si tu ne penses pas à toi, fais attention à elle ». Tania Lokshina, une autre amie très proche de Natacha. Représentante à Moscou de l'organisation Human Rights Watch, elle a fait connaître Natacha Estemirova aux États-Unis. En 2007, Natacha avait reçu le Grand Prix de l'ONG américaine pour le sérieux et le courage de ses enquêtes. Elle s'occupait de très nombreuses affaires. Dangereuses, monstrueusement dangereuses. Elle recueillait des informations qu'elle rendait publiques sur les crimes commis par les forces de l'ordre tchétchène. Des structures contrôlées par le président Ramzan Kadyrov.
Ses enquêtes sur les crimes commis par les forces de l'ordre tchétchènes, Natacha les publiait parfois directement dans un journal, Novaya Gazeta, le dernier grand journal d'opposition du pays. Sur les 22 journalistes tués en Russie depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, 6 travaillaient dans cette rédaction, parmi eux Natacha Estemirova. Et puis une autre femme, Anna Politkovskaya, la célèbre journaliste russe assassinée 3 ans plus tôt. Dans le bureau que Anna occupait de son vivant, on découvre à quel point ces 2 femmes, Anna et Natacha, étaient complices. Voilà une colonne avec en haut un article signé Mémorial. Mais c'est un article de Natacha. Et en dessous, un article écrit par Anna Politkovskaya. Quand Anna allait en Tchétchénie, elle habitait toujours chez Natacha. Elles étaient très amies. Et Natacha fournissait à Anna les informations qu'elle utilisait ensuite pour ses articles. Pour leurs articles sur les exactions perpétrées à l'époque par l'armée russe en Tchétchénie et publiés en Russie, les 2 femmes recevaient souvent des menaces. Après la mort de Anna, il était devenu trop dangereux de travailler sous son nom en Tchétchénie. Natacha signait ses articles sous un pseudonyme masculin, Mogamed Aliev. Voilà par exemple un texte qui a provoqué un grand scandale. Ça parle des tortures pratiquées sur les gens en Tchétchénie par les Kadyrovtsi. Là encore, on ne trouve pas son vrai nom au bas de l'article, mais son pseudonyme masculin. C'est une première révélation de l'enquête. L'assassinat d'Anna n'a jamais arrêté Natacha, qui avait pris la relève. Dans ce journal, elle a continué à dénoncer les violences faites aux civils. Retour à Grosny. En cette fin d'après-midi, tout un quartier se boucle. Hommes en armes, détecteurs de métaux, ces signes ne trompent pas. Renseignement pris, c'est la finale de la Star Academy tchétchène qui va se tenir ici. Un événement à Grosny. Le président y est attendu. À l'entrée du bâtiment, des portraits sont affichés. Ce sont des gens qui sont fait sauter. Les kamikazes. À l'intérieur, les fameux Kadyrovtsi sont déjà là. Kadyrov devant l'objectif de la caméra, presque à portée de micro. Trop tard, le spectacle vient de commencer. Heures de variétés tchétchènes et de danse traditionnelle, le président Kadyrov adore, paraît-il. Et quand le président aime, sa générosité est sans limite. Ce soir, pour les gagnantes, de l'argent et un bel appartement. Fin du spectacle. Nouvelle tentative d'approcher le président. C'est interdit par ici. Il est déjà parti. La rencontre avec Kadyrov n'aura pas lieu ce soir, ce n'est que partie remise. L'épisode a permis de confirmer la nouvelle orientation politique du président, le retour à plus de tradition. Dans les archives de la télévision russe, nous avons retrouvé des images de Kadyrov tournées quelques mois plus tôt. Un programme sur l'évolution de l'islam en Tchétchénie. C'est en bon croyant que l'homme veut se montrer. Une religion qu'il utilise pour prôner la polygamie, le port du foulard pour les femmes et une obéissance aveugle à sa personne. Ne pas enfreindre des lois, c'est ça la charia. Qu'est-ce qu'elle dit la charia? Elle dit qu'il faut obéir à son dirigeant et faire tout ce que dit son dirigeant.
Dans ce même reportage réalisé par la télévision russe, on découvre aussi Natacha sur le marché de Grozny. Face à la caméra, un an avant son assassinat, elle déclare clairement son hostilité à la soi-disant tradition prônée par Kadyrov. Moi, je ne veux pas porter de foulard. Ça ne me plaît pas. Ça me gêne. Alors je n'en mets pas. Et encore moins quand on m'en donne l'ordre. On ne peut pas garder les traditions de l'ancien temps. Si on le faisait, on en serait toujours à vivre dans des cavernes. C'était bien une tradition avant de vivre dans les cavernes, non? Une interview qui résonne étrangement aujourd'hui. À l'époque, elle provoque la colère de Kadyrov. Au lendemain de sa diffusion, il l'a fait convoquer à la mairie de Grozny, lui ordonne de mettre son foulard devant lui. Natacha refuse. Il a crié de plus en plus fort, de manière hystérique. C'est ce qu'elle m'a raconté. Il a utilisé des mots inacceptables, des mots obscènes. Et il lui a demandé « Comment oses-tu faire de telles déclarations? Est-ce que tu n'as pas peur pour ta fille ?» Après ces menaces, Natacha choisit d'emmener sa fille loin de Grozny pour quelque temps. Elle-même part se mettre au vert à Londres. L'enquête va donc se poursuivre en Grande-Bretagne. Lors de son séjour dans la capitale britannique, en effet, Natacha rencontrait régulièrement un Tchétchène, réfugié ici. Il s'appelle Ahmed Zakayev. Protégé par Scotland Yard, c'est un ennemi juré de Ramzan Kadyrov, mais aussi de Vladimir Poutine, qui réclame son extradition. Il sait qu'aujourd'hui son nom figure sur une liste d'hommes à abattre. En Russie, fonctionne un système qui vient des services secrets du régime de Staline et des tchéquistes. Plus d'hommes, plus de problèmes. Et comment un tel ordre peut-il être donné? Eh bien, personne ne donne l'ordre de tuer tel ou tel homme. On dit simplement, au milieu d'une réunion d'officiels, « Ah, quand cesserai-je d'entendre ce nom? Quand cela finira-t-il » Et ça, c'est vraiment le signal. Disons un ordre de faire taire cette personne. À partir d'ici, il ne faut plus filmer, d'accord? Il ne faut pas filmer ma maison. Zakayev a été ministre de la Culture des gouvernements indépendantistes tchétchènes. À l'époque, il avait pour interlocuteur Boris Yeltsin. Un intellectuel, donc, qui s'était fait connaître auparavant en interprétant Shakespeare au théâtre. Depuis qu'il est à Londres, changement de costume. Il est désormais la voix des opposants déclarés à Kadyrov et à Poutine. Chez lui, des dossiers complets sur les crimes commis dans la petite république tchétchène et une révélation. Ces informations, il les collectait avec Natacha pour un futur tribunal international. En 2002, j'ai rencontré Carla Del Ponte, procureur général du tribunal sur la Yougoslavie. Et elle m'a dit alors, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura un tribunal, aujourd'hui ou demain, mais je vous garantis qu'il y en aura un jour. Et contrairement à Ramzan Kadyrov, à Moscou, Vladimir Poutine et tous ceux qui sont derrière Poutine comprennent que des crimes épouvantables ont été commis en Tchétchénie. Et ils savent que tôt ou tard, il faudra en répondre. La dernière fois que nous nous sommes vus avec Natacha, 3 ou 4 mois avant sa mort, elle était à Londres. Et on s'est rencontrés pour avancer sur cette question. Sur ces images d'archives, on retrouve Natacha sur le terrain, quelques mois avant sa mort. Elle recueille des témoignages sur un crime de guerre vieux de plusieurs années. Dans un village près de Grozny, plus de 50 civils massacrés par les troupes russes. C'était en 2000.
Une affaire que Natacha est parvenue à porter devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Une affaire qui figure aussi dans ce rapport. Plus de 1000 pages de crimes, de tortures, avec le nom des assassins quand ils ont été identifiés, tout est minutieusement consigné. Un ouvrage publié à Moscou le 15 juillet 2009, jour de la mort de Natacha. Ses proches y ont aussitôt vu une coïncidence troublante. Plus les positions de Natacha étaient prises au sérieux dans les pays de l'Ouest, plus on a écouté ses déclarations et considéré les enquêtes qu'elle menait. Alors, il devenait urgent, avant qu'elle n'aille trop loin, de la liquider. Et on l'a liquidée. Exactement comme on avait liquidé Anna Politkovskaya, je n'ai aucun doute là-dessus. Anna Politkovskaya et Natacha Estemirova, les voici ensemble sur ces photos, à l'époque où elles travaillaient dans le Caucase. Deux femmes au destin étrangement parallèle, en effet. La suite de l'enquête va révéler qu'Anna Politkovskaya avait eu, elle aussi, une rencontre plutôt houleuse avec Kadyrov. Regarde, voilà un article qu'Anna Politkovskaya a écrit en 2004 sur sa rencontre avec Ramzan Kadyrov. Et Natacha était là. Cette rencontre s'est déroulée de façon très agressive. Anna Politkovskaya raconte les détails. Regarde, tu es une ennemie du peuple tchétchène, tu dois répondre de ça. L'un des hommes de Kadyrov dit « Il faut la fusiller dans le centre de Moscou ». Ramzan Kadyrov répète « Tu es une ennemie, fusillée, tu es une ennemie ». À ce moment, Natacha était à côté d'elle. Mais Anna ne le précise pas dans son article parce que c'était trop dangereux pour Natacha. À un moment, Kadyrov s'est jeté sur Anna de tout son corps, de manière agressive. Et Natacha l'en a empêché. Elle s'est interposée pour défendre Anna Politkovskaya. Et bien sûr, nous sommes sûrs que Kadyrov se souvient très bien de cette première rencontre avec Natacha, que c'est comme ça qu'ils se sont connus. Une altercation qui va trouver un prolongement tragique. Nous sommes en octobre 2006, Kadyrov s'apprête à fêter ses 30 ans. À Moscou, Anna Politkovskaya va se rappeler à son bon souvenir à l'occasion d'une interview radio. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour son anniversaire, elle ne va pas lui faire de cadeau. Nous sommes le 5 octobre 2006. C'est un trouillard entouré de gardes armés jusqu'aux dents. J'ai un seul rêve pour l'anniversaire de Ramzan Kadyrov, je le dis très sérieusement. C'est qu'il soit jugé pour ses crimes et qu'il y ait un tribunal. Et moi, personnellement, je vais être bientôt témoin dans une affaire le concernant. 2 jours après cette déclaration, Anna Politkovskaya est assassinée de plusieurs balles dans l'ascenseur de son immeuble situé en plein centre de Moscou, exactement comme l'avait menacé l'un des hommes de Kadyrov. Suivant le cercueil, anonyme dans la foule, une femme, Natacha. Natacha est arrivée à Moscou pour les obsèques de Politkovskaya. Elle restait chez moi comme d'habitude. Elle pleurait énormément. Elle se demandait sans cesse qui avait fait ça. Et elle craignait que ce ne soit pas le dernier meurtre. Dans les heures qui suivent le meurtre de Anna Politkovskaya, un nom est sur toutes les lèvres, Kadyrov, comme pour Natacha. Mais 9 jours plus tard, à Londres, la déclaration d'un homme va venir bouleverser les certitudes. La scène se passe dans un célèbre club de journalistes, une réunion d'experts autour de la mort de Anna Politkovskaya, justement. Parmi les intervenants, on retrouve Ahmed Zakayev.
Et dans l'assistance, un auditeur qui se lève et qui demande à prendre la parole. Je m'appelle Alexandre Litvinenko. Je suis un ancien officier du KGB et du FSB. Quelqu'un ici a posé une question très directe. Qui a tué Anna ? Et je peux donner une réponse directe. C'est M. Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui l'a tuée. Litvinenko raconte aussi son amitié avec Anna Politkovskaya. Elle lui avait souvent parlé des menaces dont elle était victime. Sans le savoir, il vient d'ouvrir un nouveau chapitre de la grande histoire des services secrets russes. Quelques jours après ses accusations publiques contre Poutine, il a rendez-vous dans le bar de cet hôtel, au centre de Londres, avec 2 anciens collègues du FSB, devenus officiellement businessmen. Cette rencontre est en fait un piège. Le thé qu'on lui sert est empoisonné. Les images de son agonie sur son lit d'hôpital vont faire le tour du monde. Ahmed Zakayev va permettre une rencontre avec la femme de Litvinenko. Elle vit protégée par Scotland Yard et son domicile est tenu secret. Ça a été horrible de voir comment chaque jour, ses forces le quittaient et comme il changeait. Il a vieilli de 10 ans sous mes yeux. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Personne n'a pu ignorer ce qu'il a enduré, parce que tout ce qui lui est arrivé en 23 jours, c'était fait pour que tous voient et sachent ce dont ils sont capables. 2 heures avant la mort de Litvinenko, Scotland Yard identifie le poison. C'est du polonium. Aussitôt, l'alerte radioactive est déclenchée dans Londres. Tous les endroits contaminés sont fermés au public. La femme et le fils de Litvinenko sont évacués de leur domicile. L'enquête britannique va confirmer que l'un des 2 anciens agents secrets russes est bien mêlé au meurtre, mais la Russie ne le livrera jamais. 1 an plus tard, en 2007, cet homme, Andrei Lugovoy, sera même élu député à la Douma sur une liste nationaliste, impunité garantie. Mais les enquêteurs vont faire une autre découverte. Sur Internet cette fois. Sur des sites nationalistes russes, des listes de personnalités présentées comme des ennemis du peuple apparaissent, parfois avec des photos et les adresses personnelles. Au moment de l'enquête, on y trouve le nom de Litvinenko, celui de Politkovskaya aussi, qualifié sur ces sites d'espionne à la solde de l'étranger. Aujourd'hui encore, ces listes continuent de circuler sur Internet. Svetlana Ganushkina, par exemple, y apparaît très souvent. Mon nom aussi figure sur ces listes. Et sur ces listes figurent de nombreux défenseurs des droits de l'homme en Russie. Mais je ne veux pas les nommer, pour ne pas attirer l'attention sur eux. Natasha Estemirova était aussi sur les listes. Selon moi, le régime établi partout en Russie, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, ce régime a créé la possibilité de tuer en toute impunité des gens qui tentent de dire la vérité. Au sortir de cet épisode rocambolesque, dans le sillage du meurtre de Politkovskaya, une ombre, celle des services secrets russes. Des services russes que l'on va bien vite retrouver dans l'enquête menée par la justice à Moscou. 2 ans après le meurtre, un procès s'ouvre enfin. Et voici un document préparé par les enquêteurs officiels, un étonnant document. La victime, Anna Politkovskaya, y est présentée comme une personne ayant prêté serment de loyauté envers une puissance étrangère, comme sur les listes d'Internet. Tout y semble minutieusement reconstitué. Les images de vidéosurveillance montrent clairement Anna rentrant dans son immeuble le jour de son assassinat. On y distingue bien le meurtrier supposé en sortir quelques secondes après.
Pourtant, ni le tueur, ni son commanditaire n'ont été retrouvés. Résultat, dans le box des accusés, des seconds couteaux, dont un agent des services russes encore, et 2 jeunes Tchétchènes. Leur avocat n'aura aucun mal à les faire libérer, tant les preuves présentées par l'accusation apparaissent grossièrement falsifiées. Exemple parmi beaucoup d'autres, ces relevés d'appels. Ils sont supposés provenir d'un opérateur téléphonique russe. Quand tu fais un clic droit de la souris sur le document, que tu regardes sur l'onglet Propriété, tu vois qui a effectué la dernière sauvegarde. C'est écrit Ministère de l'Intérieur de Russie. Et quand tu cherches l'auteur de ce document, tu vois DEPUR. Ça signifie Département de recherche criminelle. Et c'est pour ça que tout est devenu évident. En d'autres termes, ces relevés téléphoniques ont été trafiqués sur les ordinateurs du ministère de l'Intérieur russe. Faute de preuves crédibles donc, tous les accusés ont finalement été acquittés. Dans l'affaire Politkovskaya, il n'y a toujours aucun coupable emprisonné. À Moscou, les seuls à mener encore une véritable enquête, ce sont les journalistes de Novaya Gazeta, où travaillait Anna. Mais le patron de la rédaction va confirmer les obstacles rencontrés depuis 3 ans. Je sais que les services secrets sabotent l'enquête. Ça, j'en suis sûr. Mais qui est le commanditaire? Ça, je ne sais pas. La piste Kadyrov était sur toutes les lèvres à la mort de Politkovskaya. L'assassinat de son amie, Natacha Estemirova, l'aurait-elle réactivé? Kadyrov a dit à ses débuts « Je suis au service de Poutine ». Et Kadyrov est une création personnelle de Poutine, c'est tout. Je ne vois plus aucune chance que ça avance. Et bien sûr qu'il y a un lien entre Estemirova et Politkovskaya, puisqu'il n'y a plus aucune information sur le Caucase. Il n'y en a plus. À l'annonce de la mort de Natacha, Novaya Gazeta a décidé de ne plus envoyer de journalistes en Tchétchénie. 6 journalistes tués en 9 ans, le prix payé à l'information est devenu bien trop lourd. À ce stade, un détour par la télévision tchétchène s'impose dans l'espoir de recueillir quelques informations auprès des journalistes locaux. Le reporter qui a couvert l'assassinat de Natacha l'été dernier, le voici. Il a signé un sujet au journal télévisé. Un reportage censé répondre ici aux rumeurs de relations conflictuelles entre Natacha et le président Kadyrov. Natacha m'a dit que tout était arrangé entre elle et le président, qu'elle l'avait rencontré et qu'il lui a donné un appartement. Des relations apaisées entre le président et Natacha, voilà comment en Tchétchénie les choses ont été présentées. La proximité de Natacha avec Politkovskaya, son travail pour un tribunal pénal, son aura internationale, rien de tout cela n'a été évoqué. Vous, en tant que journaliste, ça ne vous intéresse pas de poursuivre l'enquête? Vous savez, je suis débutant dans le journalisme et je ne suis pas très fort en investigation. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse enquête sur cet assassinat. Ce qui fait l'essentiel des journaux télévisés ici, c'est le président en personne. Un Kadyrov omniprésent qui reçoit sur son portable les photos des islamistes abattus ou qui participe lui-même dans les montagnes aux opérations militaires. On va continuer à les chercher et à les détruire, tous.
Est-ce qu'un journaliste, ici, peut critiquer la politique de Ramzan Kadyrov? On n'a pas besoin de le critiquer. Il fait tout merveilleusement et on n'a pas besoin de le critiquer. La rencontre tant attendue avec le président tchétchène vient d'être fixée. Le rendez-vous aura lieu dans son nouveau palais. Portique, contrôle de sécurité, couloirs interminables. Il faut plus d'1 heure pour accéder au salon présidentiel. Vous filmez les lieux pour repérer? Non, il nous filme quand nous marchons. Ah bon? Il filme la route d'accès? Pourquoi faire? Pour avoir une route de repli? L'entretien avec Kadyrov va durer 40 minutes montre en main. Et comme d'habitude, ce qu'il pense vraiment de Natacha va finir par transparaître. Pourquoi la vie de Natacha Estemirova était-elle menacée? Pour quelle raison a-t-elle été tuée? Même nous, on ne comprend pas. Estemirova, elle jacassait. Elle pouvait continuer à parler et à parler. On avait besoin de gens comme ça. Pour dire, tu vois, il y a de la démocratie dans la République tchétchène. Natalia Estemirova parle des autorités tchétchènes comme elle veut et personne ne la touche. Pour nous, c'était bien. Pendant toutes les années où elle a travaillé avec Politkovskaya, quand elle a écrit des articles critiques, quand tout allait mal ici, s'il avait fallu la supprimer, on aurait pu la supprimer. Mais personne ne l'a touchée. S'il avait fallu la supprimer, on aurait pu la supprimer. Sous le discours du président, le cynisme du chef de guerre. Avant d'aller plus loin dans cet entretien, il est bon de chercher pourquoi les relations de Kadyrov avec Natacha se sont dégradées à ce point. Le petit bureau de mémorial vient de réouvrir, après 5 mois de fermeture. Pour pouvoir filmer, le rendez-vous doit être autorisé par la direction de Moscou. Je répète à nouveau, vous ne demandez pas de commentaires d'opinion à nos collaborateurs. Les commentaires, vous ne pouvez les avoir qu'avec les gens du bureau de Moscou. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est comme ça, oui. Il y a un risque pour les collaborateurs de Mémorial à Grozny? C'est évident, le risque est grand. Le lendemain matin, départ pour le bureau de Mémorial. Menacés à leur tour, la plupart des anciens collaborateurs de l'ONG ont dû s'éloigner, partir à Moscou ou à l'étranger. Pour le moment, c'est un directeur intérimaire qui est aux commandes. Voilà le dernier témoignage d'Estemirova dans les affaires qu'on envoie à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans les dernières semaines de sa vie, en effet, Natacha alerte beaucoup l'étranger. Elle monte des dossiers pour la Cour européenne de Strasbourg, envoie ses informations à la FIDH à Paris et travaille avec son amie Tania pour l'ONG américaine Human Rights Watch. Car en Tchétchénie, Kadyrov ne s'attaque plus seulement aux combattants islamistes, il s'est lancé dans une grande offensive contre leur famille. Nous sommes début juillet 2009, commence alors un compte à rebours fatal. Je devais passer une semaine en Tchétchénie. Et il s'avère qu'à ce moment-là, le niveau de violence est monté fortement. Et il y avait beaucoup d'opérations spéciales, de sales opérations. Et bien sûr, on a recueilli ensemble des informations sur les attaques contre les familles de combattants dans plusieurs villages, dans plusieurs régions. Regarde, ces maisons ont été totalement incendiées. Avec sa vieille amie Svietlana, Natacha va enquêter sur 2 affaires particulièrement sensibles. La première, une histoire d'enlèvement et de torture. C'est une affaire sur un homme qui avait disparu en Russie, dont les parents apprennent qu'il se trouve dans un hôpital, en Tchétchénie. Natacha est partie à sa recherche. Nous sommes le 7 juillet 2009. La voiture de Natacha roule vers l'hôpital, à 40 km de Grozny. Elle veut absolument sauver ce jeune homme, il est dans le coma, et il est surveillé de près, désormais, par les Kadyrovtsi.
Il faut rouler sur les traces de Natacha pour chercher des indices sur ce blessé, arrivé ici, dans ce petit hôpital de campagne. Vous savez si un blessé grave du nom de Zainalov a été amené ici en juillet? Il faut regarder le livre des entrées, je ne me souviens pas. On peut voir? Un homme dans un état grave? Grave de quoi? De maladie ou de quoi? Au bout de quelques minutes, une femme se montre agacée. Vous devez vous présenter d'abord chez le médecin-chef. Bonjour, on est journaliste français. Personne n'est venu me poser de questions. Ni cette femme qui défendait les droits de l'homme, ni la police judiciaire, personne. Tout le monde ici semble avoir oublié et Natacha et cet épisode. À Moscou se trouve un témoin de premier plan sur cette affaire. Un collègue de Natacha. Menacé de mort depuis qu'il a vu le fameux blessé à l'hôpital, il a dû quitter la Tchétchénie. C'était pas vraiment sûr ici. Moscou, c'est l'endroit de prédilection pour les crimes politiques et les meurtres de défenseurs des droits de l'homme. Oui, c'est comme ça. Ce 7 juillet 2009, il accompagnait Natacha. Il se souvient aujourd'hui dans quel état se trouvait le blessé à l'hôpital. Il avait été battu. Il était dans un état épouvantable. Il était gardé. Il avait des traces de torture partout. Je l'ai vu dans la salle de chirurgie de l'hôpital. Il était à 2-3 mètres de moi. J'ai vu son visage et j'ai vu les gardes qu'il surveillait. Et pendant que Natacha tente désespérément d'obtenir l'intervention du procureur, celui-ci fait prévenir les Kadyrovtsi postés à l'hôpital. L'assistante du procureur a averti les militaires qui gardaient cet homme à l'hôpital. Elle leur a dit qu'il fallait l'emmener vite ailleurs. Et ils l'ont enlevé sous les yeux de sa mère. Et l'homme a disparu. Sa mère ne l'a jamais revu. Ahmed Guissayev, lui, est devenu un témoin gênant. Avec sa famille à Moscou, il attend désormais qu'un pays européen leur accorde l'asile politique. Voilà mes affaires. Voilà les affaires de ma famille. Ce sont tous nos biens. Ce mystérieux enlèvement et cet homme torturé, la collusion entre la justice et les Kadyrovtsi, Natacha décrit tout minutieusement, sans rien occulter. Et comme à son habitude, elle transmet toutes ces informations à l'ONG Mémorial, qui va les publier sur son site internet le 9 juillet, 6 jours avant sa mort. Ce même jour, Natacha va révéler une deuxième affaire, celle d'une exécution publique. La victime, un homme accusé d'avoir donné du pain à des combattants dans les montagnes. Au village, cet homme abattu, beaucoup le connaissaient, mais les habitants ici ont peur de témoigner. Je le connaissais depuis qu'il était petit comme ça. Est-ce qu'il aidait les islamistes? Il était berger. Quand on l'a tué, ça faisait seulement 1 an qu'il était revenu au village. Une exécution sommaire dont tout le monde ici a entendu parler. Ça s'est passé où? Ça s'est passé ici. Et qui l'a tué? On ne sait pas qui. On a dit que c'était des militaires avec des cagoules. Des témoins dans cette affaire, il y en a d'autres, à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Des personnes qui savent, mais qui n'oseront jamais témoigner devant un juge en Tchétchénie. Trop risqué pour leur vie.
Honnêtement, on a peur de dire la vérité. Il a été tué pour rien. La femme hésite un instant, puis finit par raconter ce qui s'est vraiment passé. Sa famille a supplié qu'on ne l'emmène pas. Personne n'a pensé qu'il allait être tué. Ils avaient donné leur parole qu'ils le rendraient. Au bas du village, là où se retrouvent les jeunes le soir, il y avait des gens. Ils nous ont raconté qu'ils avaient vu un homme grand, nu, en caleçon et en chaussettes. Ces gars lui ont alors demandé « Mais est-ce que tu as donné du pain aux islamistes ?» Il a répondu « Honnêtement non. » Et là, ils l'ont abattu. C'était qui ces gens? C'était des militaires, des Kadyrovtsi. Coup sur coup, deux affaires soulevées par Natacha et qui incriminent directement ces hommes, Kadyrov est furieux. Il demande à son responsable des droits de l'homme, un fonctionnaire à ses ordres, de convoquer le directeur de Mémorial à Grozny avec Natacha. Nous sommes le 10 juillet, 5 jours avant sa mort, et tout s'accélère. Ce fonctionnaire a dit que les dirigeants de la Tchétchénie étaient profondément mécontents de l'enquête menée par Natacha, qu'elle devrait se comporter beaucoup plus prudemment. Que si Anna Politkovskaya avait travaillé plus prudemment, peut-être qu'elle serait encore en vie et continuerait à faire des choses importantes. Rencontré dans son bureau à Grozny, ce fonctionnaire tient toujours le même discours. C'est quoi ces militants des droits de l'homme? Des espions plutôt. Ce qu'elle faisait, ce n'est pas un exploit. Elle a juste fait son travail. Et pour ce travail, elle a été payée. Pas en roubles, mais en dollars. Leur méthode est de prendre un fait isolé, peut-être 2 ou 3, et de les diffuser à travers leurs tribunes sur leur site internet, le nœud caucasien. Pendant des jours, des semaines, des mois, c'est ainsi qu'ils ont été formés dans les écoles de renseignement. C'est leur tactique. Au soir de ce 10 juillet, pour Natacha, la mise en garde du proche de Kadyrov ressemble à un ultimatum. Soit elle arrête ses enquêtes, soit elle prend le risque de connaître le même sort que son amie Anna. Natacha n'a rien dit. Elle a compris que tout cela venait de ses enquêtes. Elle a compris qu'elle était responsable. Elle avait peur. 2 jours avant sa mort, elle a dit « Bien sûr, je vais quitter la Tchétchénie ». Mais elle n'a pas eu le temps. Car Natacha n'en aura jamais fini. Cette exécution dans ce village de montagne continue de la hanter. Et dans les dernières 48 heures de sa vie, elle remonte la piste. Ce sont les derniers jours de Natacha. On est allé au ministère de l'Intérieur, au bureau du procureur, chez les enquêteurs, et on a raconté ce qui se passe vraiment en Tchétchénie. Mais qui a commis cette exécution publique? Des hommes en treillis? Là, il ne peut pas y avoir de doute, parce que l'homme exécuté avait été emmené par les policiers de la caserne de Kourchaloï. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous arrivons au terme de cette enquête. Direction Kourchaloï, un village au pied des montagnes. Ce déplacement, Natacha n'a pas eu le temps de le faire. Mais les témoignages qu'elle avait recueillis dans les derniers jours conduisaient tous vers le chef de cette caserne, un ancien garde du corps de la famille Kadyrov. À l'entrée, un officier, la main sous la vareuse. Qui voulez-vous voir? On aimerait parler au chef de la caserne. Ah, c'est impossible. Il est à Dargo, dans la région de Vedeno. On voulait le voir, parce qu'il y a des articles dans la presse française qui disent que le chef du commissariat de la région de Kourchaloï est coupable de l'exécution publique d'Albekov. Oh, vous soulevez une question problématique. Il vaut mieux que vous partiez dans ce cas-là. Il vaut mieux oublier cette histoire. C'est dangereux? Vous êtes venu de Grozny.
Est-ce qu'il y a dans cette caserne un homme qui a donné l'ordre de tuer Natacha? Oui, c'est le chef de cette caserne. Il est lié à cette exécution publique. Et tout ce qui concerne la mort de Natacha semble conduire aussi à cette caserne de Kurchaloï. Et ce sont tous des gens de Kadyrov qu'il contrôle totalement. Natacha Estemirova voulait faire juger les commanditaires des crimes commis en Tchétchénie. Sur cette longue liste, il faut désormais ajouter les responsables de sa propre mort. Si l'enquête prouvait qu'une personnalité haut placée de la République tchétchène est responsable de ce meurtre, quelle serait votre réaction? Bien sûr, ça serait gênant. Bien sûr, ça ne serait pas très agréable. Je ne voudrais pas de ça. Je ne voudrais vraiment pas que des criminels travaillent dans nos structures. Mais si c'était le cas, moi je serais le premier, moi-même, à l'arrêter et moi-même à le remettre à la justice. Et si un tribunal international vous demandait de témoigner dans l'enquête sur cette affaire, quelle serait votre réaction? Vous accepteriez? Si la justice internationale, une organisation si importante, me demande de témoigner, bien sûr que j'irai. Comment je pourrais éviter ça? Je vis dans ce monde. Fin de l'entretien. Impossible d'aller plus loin avec le président Kadyrov, ce jour-là. Lana, la fille de Natacha, vit aujourd'hui chez une tante, en Russie. 3 semaines après la mort de Natacha, son amie Rayana Sadoulaïeva, qui s'occupait de jeunes invalides de guerre, est enlevée avec son mari par des hommes en uniforme. Leurs corps sont retrouvés criblés de balles dans le coffre de leur voiture. Puis c'est le tour de Zarema, 39 ans, employé dans une ONG, enlevé par des hommes en tenue de camouflage, sa maison incendiée. On ne l'a jamais revu. Le 15 décembre 2009, le Parlement européen décerne à l'ONG Mémorial le prix Sakharov pour les droits de l'homme et observe une minute de silence à la mémoire de Natacha. À Moscou, au Kremlin, Svetlana Ganouchkina surprend le président russe Dimitri Medvedev en lui mettant dans les mains le portrait de Natacha. À ce jour, l'enquête officielle sur la mort de Natacha Estemirova n'a présenté aucun suspect, ni signalé aucun responsable.